Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce cours magistral sur comment j'ai jamais tenu plus d'une année à l'Uni et je finis derrière un pupitre de prof, donc tout est possible, voilà. Croyez en vos rêves. Non, allez à l'école, c'est bien. Donc, qui dit allocution sur l'écologie, dit première question qui fâche, évidemment. Et vous, vous êtes venus ici comment? En avion, en quad, en tracteur diesel? Comment est-ce que vous êtes déplacés? Moi, j'ai marché, évidemment, et j'en suis très fière, mais je n'ai pas toujours été cette personne. Voilà, je crois que mon rapport à l'écologie, globalement, serait résumé par la phrase « je peux mieux faire ». Voilà. Parce que je ne partais pas d'une vie extrêmement vertueuse en termes d'écologie, je le confesse devant vous ce soir, public d'Alternativa. Oui, pendant un temps, j'ai possédé une voiture qui n'était pas hybride. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. À l'époque, j'adorais ça, en plus, parce que je pense qu'il y a une forme d'addiction aux véhicules à essence. Je ne sais pas si c'est la fascination première de l'humain pour le feu, mais je crois qu'on peut facilement tomber dans un truc où on est un peu accro aux énergies fossiles. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais une voiture, avoir cette pensée pendant des canicules, de me dire « Oh non, il fait trop chaud, j'ai trop la flemme de prendre le bus, je vais prendre la voiture. » Donc je prends ma bagnole, je mets la clim à fond, et donc je contribue au réchauffement climatique, et donc il va faire encore plus chaud, et donc j'aurai encore plus de raisons de prendre ma bagnole à l'avenir, et de mettre la clim, et on s'en sort jamais. Et à l'époque, c'est fou, c'est comme si ma vie était une espèce de cuite sans fin, et qu'à un moment donné, au lieu de me dire, tu sais quoi, stop, je prends une aspirine, je fais une sieste, je bois de l'eau et trucs, je dis, ah, tu sais quoi, ça va pas fort, je vais reprendre un gin tonic. Je ne vais jamais sortir de cette gueule de bois et je vais finir dans une espèce de coma éthylique. Alors que je me suis rendu compte depuis, évidemment, que la mobilité douce, c'est cool. Tu prends ton vélo, tu te déplaces et tu fais du sport. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à une époque, moi, je conduisais et j'avais un abonnement dans une salle de sport, dans un fitness, où j'allais poser mes fesses 1 heure par jour sur un vélo qui ne bougeait pas, voilà. Et parfois, pendant que je faisais du vélo sur place, je regardais ma montre et je me disais « Oh, dis donc, je ne peux pas rester trop longtemps, il faut que je parte pour un rendez-vous. » Et j'y allais en bagnole. Alors que vous savez ce qui existe? Des vélos qui bougent. Manifestement, je n'étais pas au courant à l'époque. Mieux, évidemment, la strate au-dessus, c'est les vélos cargo qui bougent. Qui, dans la salle, par applaudissement, a un vélo cargo, s'il vous plaît? Il n'y en a pas? Si. Mais bien sûr qu'il y en a, arrêté, on est entre nous, là, entre babos, prof de géo, évidemment qu'il y a des vélos cargo, arrêtez, évidemment. C'est super, je vous adore, bande de sales hippies. C'est super, non, c'est hyper bien les vélos cargo. Tu peux mettre tes courses, tu peux mettre ton chien, tu peux mettre tes gosses, et même si tu n'as pas de gosses, et par exemple tu as le projet d'enlever un enfant, et ben ça passe mieux en vélo cargo, ça se fait moins repérer. Et avec les camionnettes blanches, c'est spacieux, c'est discret. Non, le vélo c'est la vie parce que tu ne pollues pas, tu fais du sport, et la supériorité morale, mon ami. C'est ça que j'ai découvert en transitionnant un peu vers la mobilité douce. Si tu es végétarien et que tu fais du vélo, mais plus jamais de ta vie, tu te fais donner la leçon par qui que ce soit. Je n'ai plus jamais perdu une dispute depuis. Moi, j'arrive aux réunions de famille, j'ai presque envie qu'on me lance sur les débats. Je dis « Ah ouais, tata, ça fait 6 mois que je te dois 200 balles peut-être, mais toi, tu roules en 4x4. Je suis sûre qu'en plus, tu tripes pas la lue, sale nazi. » Et voilà, ça me booste l'ego. Donc je le fais égoïstement, pas que pour la planète. Et puis surtout, tout le monde est fâché de conduire en ville. C'est une évidence. Tout le monde se plaint. Alors que, par exemple, quand je prends le bus, je peux faire tous les trucs que je n'ai pas le temps de faire le reste du temps, comme lire, méditer, dormir. Et ça, c'est quand même assez rare. C'est assez dingue. Dans les transports en commun, tu peux dormir entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Et à part un kidnapping, il y a assez peu de modes de déplacement qui te permettent de faire ça. Et puis dormir au volant, il y a plein d'inconvénients, c'est plus stressant, etc. Tu peux rayer ta bagnole, voilà. Et donc on est à Genève, on ne peut pas parler de voiture sans parler de bouchons, bien évidemment, qui te mettent devant cette question métaphysique sur laquelle tous les grands philosophes se sont déjà penchés, à savoir, vaut-il mieux faire du 13 à l'heure pendant 40 minutes ou laisser les bagnoles devant toi avancer un bout et t'éclater avec une petite pointe à 37 km/h, tu vois, d'un coup. Au risque, évidemment, qu'un vicieux en profite pour te doubler. Et puis enfin, arriver, évidemment, il faut encore se garer, ce qui à Genève te coûte à peu près le prix d'un 4 pièces, voilà. Tu laisses ta bagnole 2 jours de trop sur des places bleues, bah, tu rachètes une bagnole, hein. Il y a un moment donné, c'est quand même un meilleur investissement. Mais tout ça pour dire, je suis une conductrice repentie. Voilà, j'ai péché, mais je savais que je pouvais faire mieux, et je crois que je fais déjà un petit peu mieux. Pareil sur l'alimentation. Voilà. Et l'alimentation, chez moi, l'idée de réduire la consommation de produits animaux, c'est passé par une perspective totalement égoïste. C'est-à-dire que pour moi, la question de manger au nom des animaux, elle est aussi passée par un prisme hédoniste, mon bien-être.
Et c'est peut-être pas le bon moteur, mais en tout cas, c'était le mien. Parce qu'en vrai, manger des noix, des flocons d'avoine, des haricots, des petits pois locaux bien préparés, et ben le lendemain, tu te sens bien, en fait. Je ne savais pas ça, moi, à l'époque. T'as bonne mine, en fait, tu crois en ton avenir. Tu fais ça une semaine, tu as le ventre plat, tu comprends rien, tu es là, ouais, mais en fait, ça existe, cette histoire de fibres, parce que j'avais pas... Et tu as une énergie nouvelle pour la vie, tu vois, tu as envie de te réconcilier avec ton oncle, de payer tes impôts en avance, de faire une salutation au soleil et à ta voisine, même si elle t'emmerde, tout va mieux. Et puis un jour, tu pêches, tu vas te taper une entrecôte en sauce, parce que t'as pas de morale et que tu es faible. Et non seulement ça va pas pour la planète, mais surtout, on va pas faire semblant qu'on digère comme quand on avait 15 ans. Parce que moi, je me rappelle qui j'étais à 15 ans. Pour moi, le coca, c'était un fruit, les kebabs, c'était un accompagnement, tout allait bien, tu vois, je voyais pas de problème. Mais en vrai, passer 30 ans, manger des viandes en sauce, on sait ce que ça te fait. Bah, tu passes la nuit à suer du cadavre, en fait. Tu fais des cauchemars où genre, je sais pas pourquoi, Micheline Calmirès c'est ton chauffeur de tram, et tu lui dois de l'argent, et elle t'amène à ton ancien cycle, et tu sais pas pourquoi, pour la payer, tu finis par enlever du scotch que tu avais sur ton pull, tu lui files. Et ensuite, tu arrives au cycle, et on te dit que tu dois tout refaire, parce que tu as foiré les maths. Et tu es là, mais en fait, j'ai 37 ans, je m'en fous de finir le cycle. En plus, j'ai une bonne situation, maintenant, j'ai un vélo cargo, je suis prof de géo, etc. Et ils sont là, non, c'est le règlement. Et toi, tu finis par acquiescer, comme une grosse victime. Tu dis, bon, ben, si c'est le règlement. Et donc, dans ton rêve, tu t'assieds à ton petit bureau, tu te mets à faire des maths. Alors que putain, les rêves, on pourrait faire des trucs hyper fun, on fait ce qu'on veut dans les rêves. On pourrait voler, on pourrait rencontrer Rihanna, on pourrait voler avec Rihanna, main dans la main. Mais non, toi, t'es au cycle et tu refais des maths parce que ton corps, il est trop occupé à digérer cette putain d'entrecôte. Il n'a pas l'énergie pour en plus te scénariser des trucs cool. Ton estomac, il est là. T'as vu ce que tu m'envoies, enfoiré ? Le cerveau, il est en grève, d'accord ? On va faire des rêves de merde jusqu'à ce que tu te décides à nous donner des fibres. C'est comme ça. Je suis assez d'accord. Et après, ces rêves nuls, c'est le lendemain matin, si tu manges des trucs un peu genre de la viande, tu te réveilles, t'es tout gonflé, t'as une tête, on dirait l'enfant de Donatella Versace et d'un poisson lune. Tu transpires, ça sent les carcasses, enfin ça va pas. Donc c'est évidemment pour les vaches qu'on ne le fait pas, et pour la planète, mais même pour nous, ça fait du bien de ne pas abuser avec la viande. Et pour ceux qui en mangent, moi, ça m'arrive d'en manger, mais faisons gaffe, quoi. De où, de quoi, de qu'est-ce qu'on mange. Soutenons les paysans suisses, évidemment, les élevages respectueux. Moi, ça me fait kiffer de penser que les fois où je mange un steak, bah avant, cette vache... elle était bien. Tu vois ce que je veux dire ? Toute sa vie, elle a pu lire son horoscope, elle écoutait du Céline Dion, elle a gambadé, elle avait un deuxième pilier. C'était une vache posée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement mieux que de bouffer des poulets élevés, tu sais pas où, dans des conditions dégueulasses. Déjà qu'on les mange, franchement, ayons un peu de respect. Laissons-les kiffer 5 minutes. C'est vrai, typiquement, les enfants malades, humains, ils ont la fondation Make-A-Wish. Tout le monde voit ce que c'est, la fondation ? Tu sais, c'est cette fondation où tu fais des gamins gravement malades, genre tu réalises leurs rêves, tu les fais nager avec des dauphins, tu vois ce que je veux dire ? Et nous, pour les remercier, les dauphins, qu'est-ce qu'on fait ? Après qu'ils aient redonné le sourire à des petits leucémiques, eh ben on les laisse emberlificoter dans des filets pour nous donner du temps en boîte. Les mecs, ils font Make-A-Wish, pour nous, on fait quoi ? Alors je dis pas qu'il faut demander à Phil Collins de venir jouer pour chaque dinde qui va finir au four individuellement, tu vois ce que je veux dire ? On peut pas faire un équivalent. Mais disons, les pauvres poulets, avant d'en faire un curry, le minimum, ce serait de les laisser marcher, tu vois, boire des spritz, parler avec des copains, faire un yas, vivre, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression. Tout ça pour dire, ces questions de vertu, j'ai l'impression qu'on peut toujours faire un peu mieux, tu vois. D'autant qu'à Genève, s'il s'agit de manger des légumes locaux, de saison et tout, on est vernis, il y a de tout, il y a des trucs de ouf. Quel est l'intérêt mi-janvier d'acheter des putains de tomates qui ont fait 3 fois le tour du monde, elles n'ont même pas grandi sous serre, on dirait qu'elles ont été faites avec une imprimante 3D. Pourquoi on persiste à faire des buffets de salade ignobles en toute saison avec des tomates ? Mais c'est pas possible, elles ont le goût d'un trou noir. T'as déjà mangé un trou noir ? Bah, c'est la même chose qu'une tomate en hiver. Vraiment, il y a de la peau, il y a de la chair. T'aurais pu mettre de la gelée dans un préservatif, c'était la même chose. Alors qu'il y a tellement de trucs bons qui poussent à Genève. Alors on va me dire, oui, mais ça coûte trop cher pour les gens normaux, c'est un truc de bobo d'acheter du local et de saison. C'est pas vrai. Si tu cuisines en masse, des bons légumes, des céréales, et surtout que tu réapprêtes tes restes, ce qui est en vrai le meilleur repas de tous les temps, je sais pas si vous êtes d'accord. Ça a l'air un peu d'un accident de voiture, comme ça. Mais en vrai, tu prends des légumes d'il y a 2 jours, tu les remets à la poêle, tu casses un œuf dessus. Moi, je trouve parfois c'est bien comme du sexe, voilà, je vous le dis. Après, je sais pas, si vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous savez pas cuisiner ou pas faire du sexe, mais enfin, je trouve que c'est équivalent. Tout ça pour dire, gentiment, progressivement, je fais de mieux en mieux sur ces questions. Et un endroit où je fais mieux par pur égoïsme, typiquement, c'est l'avion. Alors ça, vraiment, c'est totalement intéressé. C'est devenu extrêmement naze de voyager en avion.
C'est pas compliqué de s'en passer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'horreur des aéroports, tu arrives 2 jours avant à l'aéroport en prévision de la queue à la sécurité pour qu'au final, on te dise que ton vol il est retardé de 17 heures. Donc là, tu erres devant des boutiques hors de prix en te disant « Mais c'est qui le gars qui achète pour 30 000 balles de maroquinerie à l'aéroport de Genève pour finir dépité par aller te mettre dans un coin dégueulasse avec un jus de fruits colorié au Crayola et un sandwich à 28 balles. Et ensuite, tu vas dans un tube en plastique qui fait le bruit d'une soufflerie industrielle. Et pendant 6 heures, un vol, qu'est-ce que c'est ? Tu endures la lie de l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire des enfants qui pleurent et des gens qui vont pieds nus aux toilettes. C'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle les bébés pleurent, parce qu'ils réalisent ce jour-là que leurs parents sont des gros crasseux. Et toute cette tragédie humaine se joue dans une vieille odeur de bretzel à la dinde mélangée à des relents de fosses septiques pour arriver dans un endroit où tu ne parles pas la langue et tu es plus moche que tout le monde sur place. Parce qu'en plus, que va-t-on vraiment chercher quand il s'agit d'ailleurs, quand il s'agit de voyage ? Parce que quand tu te rends compte que tu as un peu voyagé et que quand il s'agit de grandes villes en tout cas, le café le plus cool de Buenos Aires, en fait, il s'inspire du café le plus cool de Brooklyn, qui lui-même ressemble au café le plus cool de Copenhague, qui lui-même ressemble au café le plus cool de Paris, qui a les mêmes langues... Pour aller bouffer les mêmes avocats de toast et les matchs à latte avec les mêmes connards à barbe et en bonnet, tu te dis que tu pourrais juste aller le prendre à plein palais, ton foutu cappuccino au lait d'avoine. Non mais c'est vrai, on a les gens qui ont un bilan carbone de demeuré, tu te dis faire le tour du monde, pourquoi ? Parce que le cool est un peu pareil partout. Alors si la seule satisfaction évidemment c'est les likes Instagram, t'as meilleur temps de chiller chez toi et d'apprendre à utiliser Photoshop, mais parce que souvent, enfin moi je suis un peu gênée avec l'idée de la rencontre de l'autre via le tourisme. C'est-à-dire que je me dis vraiment, est-ce que quand tu te balades dans un marché en Bolivie et que tu dis j'ai vu cette vieille dame et on s'est regardé et il s'est passé un truc hyper fort, alors que toi, tu es en short moche, avec ton appareil photo professionnel, et que tu prends des photos mal cadrées de chats errants, est-ce que vraiment tu as vécu un truc ? Je ne suis pas sûre. Quand tu es touriste, tu vis un fantasme de l'autre, il me semble. Tu profites de ton gros pouvoir d'achat, mais tu n'es pas sur un pied d'égalité. Il me semble compliqué de vivre un truc vrai. Le fait même qu'on y aille pour vivre un truc authentique, je trouve que c'est bizarre. Si on veut vivre un truc réel, il me semble, si on veut rencontrer une altérité sans la fantasmer, sans la dénaturer, je pense qu'il faut aller chez les Suisses allemands. Parce que là, il y a un vrai choc des civilisations à portée de train. Là, tu reconnais, tu sais que c'est pas en 2 semaines que tu pourras faire le tour. Tu sais. Et puis surtout, il faut être cohérent, quoi. Si toute l'année, on se tape dans le dos en se disant « Oh là là, comment je suis une bonne personne parce que j'ai une gourde que je réutilise et qu'à la fin de l'année, boum, tu vas faire 37 heures d'avion pour aller à Bali faire une retraite de méditation », c'est pas la peine, tu vois. Mais en vrai, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire chez nous que tu peux faire ailleurs ? Moi, j'ai l'impression qu'une des grandes activités qu'on ne peut pas faire chez nous, qu'on peut faire ailleurs, c'est prendre des photos de gens sans leur demander leur autorisation. Effectivement, ça c'est un truc assez flagrant. Dès qu'il y a un petit déséquilibre économique entre toi et les ressortissants du pays où tu te trouves, plus de complexe. Une fois par an, tu as des potes qui reviennent d'un voyage au bout du monde, ils te montrent leurs photos comme ça, et dans le tas, il y a forcément 1 ou 2 portraits de gamins cambodgiens, tout sourire, face caméra, avec des maillots de foot un peu pourris comme ça. Et à chaque fois, moi j'ai envie de leur dire, mais ça te ferait plaisir si tes gosses, ils étaient en photo dans la cuisine d'un connard à Phnom Penh, je suis pas sûre, tu vois. Mais donc, il faudrait peut-être arrêter. Mais là aussi, je lui fais et maintenant j'ai changé. Tout ça pour dire l'écologie, c'est aussi, je crois, l'idée d'être durable dans un rapport entre soi et soi. Savoir que nous aussi, on est capable d'évoluer, de muer, de nous adapter plutôt que de culpabiliser, stagner et donc de continuer à polluer. Et donc je trouve que je suis assez d'accord avec une phrase que je lisais récemment qui disait « Pour sauver la planète, on n'a pas besoin de quelques personnes qui mènent des vies parfaitement écolo, on a besoin de beaucoup de gens qui le font de manière imparfaite. » Ça est la chute du capitalisme, mais en attendant, ça me paraît une bonne piste. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, on va passer à la table ronde. C'était vachement bien. C'était bien, bravo. Merci. Il y a juste l'éclairage qui était un petit peu on n'est pas amélioré, je dirais. On n'est pas dans un cabaret de tous les glamours, mais à la fois, est-ce que c'est pas l'écologie, ça aussi ? Se regarder en face, en pleine lumière. Oui, crûment. Exactement. Faire rire pour sensibiliser, comment l'humour peut mettre un pied dans l'engagement. Lors d'une précédente édition de l'Alternativa, il y avait eu un collectif qui avait monté un stand à la Yes Man, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, oui. Et il proposait, c'était assez original, de racler la glace dans les frigos
et de l'envoyer au glacier du Rhône pour le remplumer. Et donc, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, ils ont failli se faire lyncher à un moment. Il y a des gens qui ont dit « mais c'est du greenwashing, ça ne va pas du tout ». Donc, ils avaient frappé juste, ils avaient réussi leur coup. Donc oui, l'humour peut être une entrée pour sensibiliser. Est-ce un bon moyen? Tout se prête-t-il au rire? Il y a des limites, des sujets qui ne s'y prêtent pas. Alors pour en parler ce soir, nous avons avec nous 3 intervenants. Donc Marina Rollman, qui, voilà, on ne la présente plus, humoriste, comédienne, réalisatrice. Stéphane Babet, qui est le rédacteur en chef du satirique roman Vigous. Et Patrick Chapat, dessinateur de presse au Temps, à la NZZ, au Canard enchaîné, j'en oublie sûrement, qui est aussi sorti de sa zone de confort récemment via un spectacle. Je crois que ça tournait aussi sur l'écran. Donc je me tourne peut-être vers Stéphane pour, quand on a un peu préparé la chose. Il me disait qu'il avait trouvé très efficace un sketch sur le végétarisme ou le véganisme, je ne me rappelle plus, de Marina Rollman, et que ça avait été plus efficace que tous les discours antispécistes ou peut-être culpabilisateurs, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc... Oui, quand on m'a présenté le thème du débat, en fait, moi j'ai immédiatement pensé à quelque chose, et c'est un souvenir d'il y a quelques années, et c'est en lien avec Marina. Alors c'est pas, je fais pas exprès, hein, mais c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé. C'était l'époque où il y avait le collectif antispéciste en Romandie qui commençait à faire parler de lui. Ils ont notamment... ils faisaient quoi? Ils caillassaient des vitrines de bouchers. Et puis le résultat a été une levée de boucliers assez générale, et puis quelque chose de totalement contre-productif pour la cause antispéciste, avec pour résultat que ce collectif a un peu disparu de la circulation, hein, on n'entend plus parler d'eux, la passionnariat de la cause a disparu dans un refuge pour animaux, et là, elle ne fait plus d'apparition publique. Et puis, moi, j'ai toujours, enfin, ça fait longtemps que je suis persuadé de l'intérêt de manger moins de viande d'un point de vue écologique. Et je me suis dit, au moment où ce collectif est apparu, mais bon sang, ils sont en train ils vont braquer l'entier de la population contre cette idée. C'est une catastrophe. Et à ce moment-là, je suis allé voir le spectacle de Marina à Bouligny. C'était donc il y a, je sais pas, 4-5 ans. Et puis, Marina fait un sketch où elle parle justement de ça, l'idée de manger moins de viande. Alors, je ne vais pas vous faire le sketch, j'ai des souvenirs vagues, mais je me rappelle qu'elle sort tous les arguments, pourquoi il faudrait manger moins de viande, qu'est-ce que ça apporte et tout, comme elle l'a fait un petit peu avant. Et puis, elle en conclut, mais non, à la fin du monde, on sera là en train de se dire « Ah ouais, mais quand même, il était bon ce steak ». Voilà, quelque chose comme ça, hein, je résume, mais c'était ça l'idée. Et je m'étais dit... mais c'est fou, avec ce sketch qui a évidemment fait énormément rire la salle, elle fait beaucoup plus pour la cause que tout ce qu'a fait ce collectif antispéciste, parce qu'elle fait réfléchir de la même façon, elle interroge exactement la même chose. Par contre, elle ne braque pas les spectateurs, elle va pas, au contraire, elle se met en scène, il y a beaucoup d'autodérision, et puis elle prend un peu cette position qu'on a tous, quoi, il y a des efforts à faire, ils sont difficiles, et elle en rit, mais le message, il est passé. Le message, c'est quand même pas si con de manger moins de viande, il y a quand même un vrai intérêt à le faire. Et ça m'avait frappé, voilà, à l'époque, l'efficacité de ce sketch de 5 minutes par rapport à du militantisme, à mon avis, qui était vraiment, qui prenait une mauvaise cible. Alors, je pense qu'à part ça, les antispécistes ont quand même fait des adeptes, je pense, plutôt chez des jeunes, mais le sketch de Marina, par contre, était à même de toucher tout le monde, y compris des personnes plus âgées, plus difficiles, à qui il est plus difficile de faire changer d'avis. Mais c'est sûr que, voilà, moi, je repense souvent à ce sketch quand je me pose des questions sur ces questions-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane de me procéder dans le sens du poil, je suis très contente. Mais je dois dire un truc, je pense que je vais te faire mentir un peu, c'est que
En fait, moi, je peux pas faire ce sketch s'il n'y a pas des mecs et des filles, s'il n'y a pas des gens qui jettent des pavés dans des boucheries. En fait, ça a été vachement théorisé, cette idée que sur les questions d'avancée, de droits sociaux, enfin, toutes les questions de virages politiques un peu radicaux, en fait, tu as besoin d'une frange qui va antagoniser la population pour qu'ensuite la position un peu plus mesurée, mais qui reste légèrement avant-gardiste, enfin, je ne suis pas révolutionnaire, mais voilà, elle soit entendue. En fait, c'est une tactique que tu fais... Moi, j'ai un copain réalisateur qui me dit tout le temps, genre, quand tu veux demander des choses à tes producteurs, tu demandes un tigre quand tu veux un cheval. Tu demandes un tigre et tu fais « Oh non, ça va être super compliqué, un tigre. » Tu dis « Ah bon, bah un cheval. Ok, d'accord, ça, on peut trouver un dresseur. » Et donc, en fait, ça nous arrange. En fait, c'est hyper important qu'il y ait des gens qui mettent des pavés dans les trucs, dans les boucheries ou ailleurs, pour que l'idée que « Ah, vous êtes les gentils, les bons. » Tu vois, c'est comme une radicalité dans MeToo ou un truc comme ça. C'est qu'après, si toi, tu veux créer des ponts, on a déjà éveillé dans la conscience globale que c'était une grosse question et que ça pouvait être fait d'une manière un peu trop... Ah, mais ok, toi, t'es une gentille, alors on va vers toi. En fait, je pense, moi, ça me sert vachement... Enfin, je pense que ça sert à tous les gens un peu mesurés, qu'il y ait des gens qui se mouillent et qui aillent trop lent. En fait, sinon, si c'était moi le plus avant-gardiste, moi, je serais pas entendue. Et tu vois, ce serait le cran encore avant moi qui serait écouté, qui serait encore moins radical. Oui, je suis assez d'accord. Et depuis tout ça, la question, elle a pénétré dans les esprits, elle a évolué... Non, t'as raison, bien sûr. Mais je ne sais pas, moi, je me pose la question, en fait. Ça voudrait dire que, c'est une théorie qui tient, on se dirait qu'il y a le canal historique, puis il y a le canal humoristique, et qui se complètent l'un l'autre. Et en même temps, il y a quand même, je crois, ce risque que toi tu décrivais, que certaines actions soient à contre-emploi et font qu'il y a quand même un grand ventre mou du public qui peut basculer de l'autre côté, en fait. Et c'est un petit peu ce qui, de plus en plus, je trouve, ce qu'on observe, c'est-à-dire une réaction un peu partout, hein, pas qu'aux États-Unis, aussi ici, une réaction à peut-être parfois des actions qui étaient, qui étaient très activistes et qui prenaient vraiment un petit peu les gens à rebrousse-poil. Le fait on peut dire d'un côté, c'est symbolique, c'est pas grave, c'est chouette de jeter des soupes de petits ronds, pourtant c'est dommage, c'est des très bonnes soupes de légumes souvent, sur les œuvres d'art. Et puis en même temps, c'est un geste symbolique qui, alors là, d'un point de vue de l'aspect symbolique de toucher à l'art, qui déjà peut poser un petit problème, parce qu'on se dit, l'étape suivante, c'est de mettre peut-être un coup de poignard dans une œuvre. Enfin, ça, symboliquement, ça fait un petit peu mal, et puis en même temps, c'est aussi ce genre de choses qui peuvent braquer le public, et après, c'est difficile de le récupérer. Donc, c'est une théorie qui peut jouer dans les deux sens, malheureusement. Et je crois que ce qu'on voit beaucoup, c'est une réaction aujourd'hui, et qui interroge parfois un petit peu les méthodes d'action aussi. En fait, on est dans l'écologie, on se trouve dans un problème un peu spécial. Hein, je pense, c'est qu'il y a des problèmes graves, il y a un enjeu existentiel. Mais on sait que l'affronter trop frontalement a tendance à paralyser les gens. Si on fait que les culpabiliser, dire on va tous mourir et tout, il y a une bonne partie de la population qui n'arrivera plus à se mobiliser. Et là, c'est tout l'enjeu d'en parler différemment. Il y avait, c'était aujourd'hui dans La Liberté et dans le Courrier, il y avait un article sur le bilan d'Extinction Rebellion. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. C'était assez intéressant et ça rejoint un peu ce qu'on disait là. Parce que après, je crois, 5 ans d'action, ils posent un peu les plaques, ils en ont marre, ils croulent sous les frais judiciaires. Et puis certains avouent qu'à leur avis, effectivement, ça a été totalement contre-productif, qu'ils ont braqué les gens, qu'ils n'ont pas fait avancer la cause. Et effectivement, Extinction Rebellion, on est en plein dans le même exemple que le collectif antispéciste. C'est une action assez désespérée, très sérieuse, où il n'y a pas de place pour l'humour et où on va antagoniser le public. Et énormément de gens le prennent très mal. Et effectivement, comme tu le disais, l'opinion bascule à un moment.
Et c'est particulièrement présent dans la lutte écologique. C'est vraiment un vrai problème de cette lutte, quoi, quand elle est trop sérieuse, les gens ne veulent plus entendre le message. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus entendre le message. Mais c'est hyper difficile, si tu prends vraiment conscience des enjeux écologiques réels, de ne pas péter les plombs. En fait, je comprends ce niveau-là de détresse, c'est-à-dire que les gens sont obligés de passer par ce niveau-là d'action et de violence symbolique ou pas, bref. Moi, effectivement, la raison pour laquelle je dors la nuit, c'est que j'ai des œillères, mais comme ça, en peau de saucisson vegan. Enfin, je choisis de m'en foutre un peu. Enfin, pas de m'en foutre, mais je veux dire, je choisis de dormir. Mais en vrai, de vrai, si on... acidification des océans, méga bassines, sol et tout... En vrai, on ne dormirait plus. Et je crois que c'est juste des gens qui ont ouvert cette porte-là. C'est très difficile à refermer. Et je comprends qu'il y a un truc, à un moment donné, de panique. Enfin, vraiment, la maison brûle. Ouais. J'entends que ce soit difficile, notre truc. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que le seul problème, moi, si je vois quelqu'un d'ultra vertueux, qui est très en colère, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est plus dans la même équipe. C'est-à-dire que le truc du rire, et la raison pour laquelle moi, quand je fais un truc un peu politique, j'arrive généralement à faire rigoler, c'est que généralement, je me mets dans le même niveau de faille que la personne que j'essaie de dénoncer. Oui, moi aussi, je ne suis pas parfaite, moi aussi, je machin. Et du coup, on peut se prendre par la main et dire, ensemble, on peut faire ce pas-là. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, un gamin de 20 ans, parce qu'il sent que la maison brûle, ce que je comprends complètement, me dit tout ce que je fais faux, effectivement, je ne sais pas comment le rejoindre. C'est juste ça, c'est qu'il faut réussir à se dire... tu fais faux, mais je te montre comment. Plutôt que de se dire c'est la guerre entre vous et nous, quoi, ça c'est sûr. Mais dans le cas de l'article sur XR, puis ça m'a frappé pour la grève du climat, où les gens étaient très jeunes, c'est que ce qui démoralise les gens, il y a un texte très émouvant de Julia Steinberger, la climatologue qui fait beaucoup d'interventions devant les classes, c'est que, comme rien ne bouge, il y a un sentiment plutôt d'impuissance et de démoralisation. Et c'est ça qui sape le moral de ces jeunes qui ont un rapport à la temporalité peut-être un peu différent. Enfin, ils sont plus dans l'urgence, à juste titre d'ailleurs. Et c'est plus ça que les excès qui expliquent l'essoufflement de ce mouvement, parce que quand on voit ce qui se vote à Berne, il y a de quoi être démoralisé. Ouais. C'est le manque de perspective et de déboucher de ces actions qui ne débouchent pas sur quelque chose de concret alors qu'il y a urgence, qui explique le côté un peu... le blocage de ces mouvements. Ouais, bah évidemment, c'est désespérant. C'est tout le problème de passer au-dessus de ça, de garder une certaine distance et de viser l'efficacité dans le message, quoi. Et je pense que pour être efficace, il faut essayer de moins angoisser les gens. Ce que tu disais était intéressant sur le fait de ne pas être parfait. Jusqu'à encore, il y a une année, je pense, il y avait vraiment ce message politique, hein, je pense, défendu par les Verts et surtout par tous les autres partis qui en profitaient pour culpabiliser, pour dénoncer les Verts quand ils prenaient l'avion. Mais il y avait ce côté, voilà, faut être parfait, faut tout faire juste, sinon on est nul. Alors il n'y a que les Verts qui sont soumis à ça, dans les autres partis ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et ils ont enfin compris qu'en fait, il fallait dénoncer ce truc, et depuis une année, ils communiquent là-dessus, puis ils disent très intelligemment, n'importe quelle petite action a sa valeur, chacun fait à son niveau, il ne faut pas culpabiliser. C'est très intelligent, c'est beaucoup plus efficace. Et je pense qu'il faut aller vers plus de choses comme ça, plus de messages comme ça, qui sont de ne pas culpabiliser les gens, parce que ça ne sert à rien. Ça les bloque, ça les paralyse. Et puis personne n'aime qu'on nous fasse la morale, quoi. Avec humour, oui, mais autrement, en fait, c'est pas efficace. Mais surtout, quand on est terrorisé, on est tétanisé, donc on n'avance pas. Et puis c'est un peu le sentiment de blocage qui justifie une partie des discours qui ont été un petit peu excessifs. Mais là, alors l'humour, toi tu le vois comme un complément, moi je le vois comme un salut, ou peut-être tu le décris comme une nouvelle manière de faire passer les messages, et qui est salutaire, vraiment, qui nous fait à tous beaucoup de bien. Les exemples sont nombreux, le film Don't Look Up, enfin il y a plein d'exemples de renouveler un petit peu le message et qui répondent à... J'en reviens à la réaction, parce que c'est quelque chose que je trouve assez obsédant. Il suffit de regarder autour de vous, regarder ce qui se passe à Berne, regarder le Conseil national qu'on a, regarder le Conseil fédéral. C'est le retour de tout, hein. La viande, elle arrive en galopant, le nucléaire, bref, c'est le retour de tous ces trucs. Et
Et cette réaction, elle a été peut-être aussi suscitée par un sentiment de se faire moraliser, d'être bloqué, de ne pas arriver à être parfait, et puis de voir que les enjeux sont tels, le saut à franchir est tel qu'on ne va juste pas y arriver. Et puis aussi parce que moi je trouve que du côté militant, du côté, on va dire, de la gauche, il y avait parfois un manque d'humour assez criant et assez terrible, voire même une stigmatisation de l'humour et des débats sur lesquels on ne va pas revenir aujourd'hui, mais assez vain et inutile, alors on a vu se développer une forme d'humour sans scrupule à droite. Hein. Alors, historiquement, on disait que c'était la droite qui n'avait pas d'humour à l'époque de l'humour bête et méchant du professeur Choron, etc. Et c'est la gauche qui osait tout, qui provoquait, qui cassait les barrières. Puis là, on a un peu trouvé une situation inverse où la gauche était assez pétrie dans ses dogmes. Et puis on avait regardé sur les réseaux sociaux, enfin vous avez un nombre de vidéos de bouffeurs de viande qui font des énormes blagues extrêmement... oui, t'as plein de trucs avec énormément de followers qui se font des festins de viande et vas-y, prends ça, et qui font en même temps des blagues un petit peu racistes. Bref, de la provocation pure qui a un côté libératoire pour une partie des gens et qui leur fait du bien. Donc, étonnamment, c'est les réacs qui ont compris le côté libérateur de l'humour. Et donc, ce serait plutôt salutaire et bienvenu que de l'autre côté. Peut-être des gens qui espèrent un certain progrès sur ces questions, il y a un petit peu plus d'humour. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont réussi à construire un discours et de déconstruire justement l'humour qu'on leur opposait et qu'ils ont maintenant réussi à trouver des réponses à ça? Non, mais surtout, c'est beaucoup plus facile de faire rire sur « de toute façon, j'en ai rien à foutre » que de dire genre « c'est la fin du monde qui arrive à grands pas ». Alfonso, il a commencé son discours comme ça en disant genre « ça va être un peu moins joyeux, mais bon, il faut qu'on dise la vérité ». Forcément, le problème, c'est que la tâche, c'est vraiment... On doit faire rire sur une espèce de patient aux soins intensifs qu'on espère qu'on va sauver, mais c'est pas sûr. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Alors que les autres disent on s'en fout, on s'en jette un dans le corner. C'est plus facile. Mise au point avait fait ce sujet il y a longtemps. Lequel ? Sur le fait que l'humour avait basculé à droite. Ah oui ? Et j'ai pas vu ça. L'hypothèse, il y avait encore Anne-Catherine Ménétret, donc qui était conseillère nationale verte à l'époque. Et elle posait l'hypothèse que, effectivement, on avait plus de peine dans les milieux progressistes à rire de soi-même parce qu'on était confronté à cette urgence, à cette misère humaine, à la pauvreté, etc. Et que c'est ça qui expliquait ça, alors que les autres, finalement, le pouvoir, il était pour eux moins important, il n'est pas forcément au Parlement, il est dans l'économie, et donc ça leur permettait de prendre tout un peu à la dérision et à la légère. Oui, peut-être, c'est une manière de dire ça. Mais je crois justement... Enfin, tout à l'heure, quelqu'un me faisait la remarque que je faisais plus très souvent des dessins sur le climat. Et en fait, j'ai essayé de lui faire comprendre que j'essaye quand même de les échelonner sur les années et les décennies, parce que c'est un sujet qu'on essaye de faire avancer, qui nous préoccupe depuis vraiment longtemps maintenant. Et on doit renouveler les blagues, enfin renouveler les dessins, renouveler les images. Mais je crois que ce qui marche bien, encore une fois, ce qui marche terriblement mal, c'est la culpabilisation et le côté prêchi-prêcha et le catéchisme. Ça, je crois que d'abord, c'est pas très drôle, l'humour religieux. Hein. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais ce qui marche très bien pour moi, c'est... D'ailleurs, c'est le propre de l'humour, c'est le regard sur soi-même et le regard sur les autres. Donc, c'est le regard sur nos propres contradictions. Et pour moi, les questions du climat et de l'écologie, elles se prêtent très bien au dessin de presse parce qu'elles sont pétries de contradictions. On est pétri de contradictions, enfin, tu l'as fait un petit peu dans ton sketch, entre le citoyen et le consommateur, entre nos aspirations et puis nos envies de steak frites. Donc, c'est partout, cette contradiction, elle est partout. Et si on peut en rire et en faire rire les gens, on met déjà un pied dans la porte. Et à partir de là, justement, on laisse les gens faire le reste du chemin, ce qui est aussi vachement important. Je crois que dans l'humour, il n'y a rien de plus assommant. D'ailleurs, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça existe, mais l'humour prescriptif, l'humour un peu dogmatique, l'humour où on laisse les gens faire la fin du chemin et tirer leurs propres conclusions est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'à contrario, il y a des sujets qui ne se prêtent pas à l'humour et où l'humour ne serait pas efficace?
des sujets Je qui se prêtent pas à prends un l'humour. exemple, moi, enfin, j'ai pas envie de rire de Gaza. Alors, on devrait être capable de le faire, mais je pense qu'il y en a qui sont capables de faire des blagues là-dessus, mais voilà. J'ai l'impression que ça revient à la personne qui fait les blagues de trouver le truc. En fait, il me semble que tout le monde ne peut pas rire de tout. Et moi, je sais que tout à coup, j'ai des zones de sensibilité où j'arrive pas du tout à trouver l'humour, mais c'est juste un problème de perspective. Et qu'en fait, des gens autour de moi y arriveront très bien. Mais je n'arriverai pas à mettre le doigt sur un sujet sur lequel personne ne m'a jamais fait rire. Non, je pense que c'est vraiment de trouver. Et le problème, c'est quand ça te touche trop, t'essayes d'être drôle, mais il y a un truc de colère ou de tristesse qui pointe. Et donc, effectivement, ça devient du prêche, ça devient autre chose, ça devient prescriptif, ça devient machin. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde m'a déjà fait rire sur tous les sujets. Bon, dans le dessin de presse, on touche pas seulement à l'humour. On peut avoir des dessins touchants, des dessins tristes, des dessins qui font pleurer même, c'est formidable. Mais il y a des sujets qui se prêtent assez mal au dessin, c'est les très bonnes nouvelles et les très mauvaises nouvelles. Et les très bonnes nouvelles parce que voilà, on est tout content, on a envie de faire partager notre bonheur et ça donne un dessin gnangnan. Et puis les trucs horribles, par exemple la pédophilie, le mal absolu, les marches blanches. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit nounours écrasé avec, qui évoque l'enfant maltraité. Ça donne pas des dessins terribles, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais tout ce qui est un peu plus compliqué, entre deux et ambigu, l'ambiguïté est formidable pour l'humour. Donc là où il y a un petit peu d'ambiguïté, il y a de la matière. Stéphane, tu voulais réagir aussi? Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire déjà. Je perds la mémoire. Est-ce qu'on peut rire d'Alzheimer ou pas? C'est un vrai débat. Ça aide à supporter le monde, Alzheimer. Il faut que tu manges un peu de viande rouge. Oui. Non, par rapport à ce qu'on disait, Marina disait, il y a certains sujets, je ressens de la colère et j'arrive pas à aller dessus, à être drôle. On parlait de l'angoisse, et c'est vrai que ça nous bloque en tant qu'humoriste. Il y a des sujets où tout d'un coup c'est très difficile. Et moi je me rappelle que on a vécu une période très difficile, nous, pendant le Covid. Bon, tout le monde, hein, mais Vigou, c'est un petit journal. On a dû tout d'un coup être chacun chez soi, travailler à distance, on ne se voyait plus. Il n'y avait plus les discussions de la rédaction, il y avait cette ambiance anxiogène, terrible. Et puis, petit à petit, on a commencé à perdre la distance avec le sujet du Covid lui-même, mais pas seulement, avec beaucoup de sujets, on a commencé à perdre la distance, à être vraiment trop touché, à être trop à vif, et les lecteurs ont commencé à nous écrire en masse pour nous dire « Attention, quoi, vous êtes là pour nous aider à supporter ce monde de merde. Si vous commencez à perdre votre distance, mais où est-ce qu'on va, quoi ?» Et on a dû se ressaisir et on a dû en discuter entre nous. Et on a dit, bon, je crois qu'il y a des sujets, il faut qu'on arrête d'en parler pendant un moment parce qu'on est trop touchés, on est trop... Et on a effectivement pris nos distances avec certains sujets qui nous plombaient le moral et on n'arrivait plus à s'en sortir, on n'arrivait plus à être drôle, on n'arrivait plus à rire du confinement, on n'arrivait plus à rire de ça. Et on a dû attendre un moment avant d'y revenir, un peu plus tard, quoi. Et c'est vrai, des fois c'est dur. Et ma foi, l'angoisse climatique, elle est du même type. Et il faut trouver des astuces pour la contourner, et puis, parce qu'elle ne va pas partir comme le Covid. Oui, mais c'est intéressant, parce que ce que tu dis, ça rejoint... c'est très très vrai que parfois les sujets sur lesquels qui me tiennent le plus à cœur, sur lesquels je suis le plus impliqué, et là j'ai envie vraiment de dire un truc dans mon dessin, c'est vraiment pas là que je vais être le meilleur, c'est terrible, c'est super frustrant, parce que ça va donner un dessin justement un peu moralisateur, ou un peu trop enflammé, et puis il va manquer cette distance qui fait tout en fait. Ah oui, nous on doit. Moi j'ai mes sujets qui me rendent fou, je vois que quand je perds la distance, je dis bon, c'est peut-être pas moi qui vais faire l'édito sur ce sujet, je donne à quelqu'un d'autre qui est beaucoup moins touché, qui s'en fout, puis qui va faire un truc complètement décalé. Ça va être beaucoup mieux que moi qui ressasse tout le temps les mêmes trucs. Bon, ça c'est l'avantage de travailler en équipe. Ouais. Moi j'ai mes petits Sri Lankais dans la cave qui trouvent les idées, qui font les dessins. C'est aussi un travail en équipe. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où il y a un cadrage de l'humour? On arrive au moment du débat. Est-ce qu'on peut rire de tout?
qui est une question qui m'est posée une fois par semaine. Ça, c'est toujours... donc ça, c'est une vieille question, mais par exemple, la suppression de l'émission de Vanhoenacker en France, elle est un peu incompréhensible quand on regarde de l'extérieur. Et c'est comme si, je sais pas, la Macronie avait compris qu'il y avait un danger là et qu'il fallait vraiment faire taire cette voix-là, alors qu'a priori, elle n'était pas si dangereuse que ça. Alors, je crois que le truc de France Inter, c'est vraiment de la maladresse de tous les endroits et une droitisation générale du service public. Mais je ne crois pas qu'il se disait Guillaume est une menace absolue et trucs. J'ai l'impression que c'était juste une histoire de bras de fer, mais de toute façon, c'est une antenne qui va se libéraliser et aller vers un contenu un peu plus droitier de manière générale, qui n'est pas très intéressant. Mais j'ai l'impression que dans ce truc-là, enfin, tout le monde a chié dans la colle, quoi. Mais je ne sais pas si ça raconte un vrai truc de brider l'humour. J'ai vraiment l'impression que ça a raconté un truc d'égo bizarre et de bras de fer. Enfin, je comprends pas. Moi, à la base, en plus, le truc de Guillaume, c'est pas que je trouve pas drôle ou je trouve sans grand intérêt. J'aurais même pas eu besoin de le relever. Il y a 1000 petites scories comme ça sur l'antenne tous les jours. Je comprends pas pourquoi truc. Et pourquoi il a redoublé. Mais je sais pas si ça raconte un truc plus... Vous avez vraiment l'impression que ça raconte un truc plus large de... On est bridé dans l'humour? On peut plus rien dire? Ça dépend. Là, ce que tu cites, c'est ce qui se passe à France Inter. J'ai de la peine à y voir très clair entre les histoires personnelles, les histoires quasiment hiérarchiques, bref, il y a quand même beaucoup d'humoristes sur France Inter. Qui disent un peu tout et n'importe quoi. Qui disent énormément de trucs, dont beaucoup de trucs pas drôles et des trucs drôles. Enfin, il y a un énorme vivier, il y a beaucoup de choses qui se disent. Après, bon, on peut faire tout le débat sur l'humour à l'heure de l'ère des susceptibilités. Moi, c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé, avec une volonté quand même de défendre des gens qui font ce métier, qui ne sont pas forcément des gens dont je partage l'humour. C'est ça qui est quand même important. Mais il y a eu Claude Inga Barbet, autant qui a vécu un moment assez difficile quand même, et qui a fini par abandonner la chronique qu'elle avait. Il y a, oui, de plus en plus et ça faut quand même le reconnaître, une volonté de prendre l'humour un petit peu trop au sérieux, en fait, et de vouloir dénoncer tel ou tel propos offensant, etc. Et d'oublier que voilà, l'humour, c'est aussi un frottement. C'est aussi jouer un petit peu sur la ligne. L'humour, c'est pas, pour moi en tout cas, et encore une fois, l'humour n'est qu'une des gammes du dessin de presse, mais c'est pas prêcher un catéchisme. C'est aussi un outil du doute. Et donc, un humour qui est un petit peu sur le fil, qui peut être plus ou moins... Enfin, ce qu'on regarde de moins en moins aussi aujourd'hui, je trouve, c'est qui parle, quel est le contexte et qu'est-ce qu'on veut dire dans le fond. Et d'aller jusqu'au bout. Il y a même la notion du deuxième degré qui est de plus en plus dure à expliquer. Quand je vois les polémiques que suscitent certains dessins de Charlie Hebdo, qui sont maintenant vus dans le monde entier, puis qui suscitent toutes les 2 semaines une polémique infinie. Par exemple, le petit Aylan sur la plage, le petit enfant syrien qui avait été... Voilà. Alors, ils font un dessin qui est dénoncé comme méchant, raciste, etc. Et là, c'est un petit peu la métaphore du sage qui monte la lune et de l'idiot qui regarde le doigt. Parce qu'on ne regarde même plus... Mais que veut dire ce dessin? Qu'est-ce qu'il signifie? Qui est l'émetteur de ce dessin? C'est pas l'hebdomadaire Minute. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il utilise le cynisme et le deuxième degré, qui sont peut-être des choses de moins en moins compréhensibles aujourd'hui. On est quand même beaucoup dans une ère de premier degré et de susceptibilité immédiate et de réaction épidermique. Et donc là, oui, je pense que l'humour est au milieu de tout ça, de plus en plus... Enfin, le chemin est de plus en plus étroit pour l'humour. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui a beaucoup changé surtout, c'est qu'il y a plus de gens issus de communautés qui n'avaient pas voix au chapitre avant, qui peuvent s'exprimer. Donc ça veut juste dire que maintenant, on fait de l'humour dans un truc, on n'est pas dans une caisse de résonance avec que des gens qui sont d'accord avec nous. C'est que le fait que ce soit distribué sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA et tout, ont moins honte ou plus la possibilité de venir monter au créneau et de brailler qu'elle l'avait il y a 40 ans, fait que tout à coup, c'est peut-être aussi ça, c'est qu'en fait, un humour qui froissait, mais qui froissait dans le vide, parce que personne ne criait sur sa télé,
ou qu'on n'avait pas le droit de l'exprimer en public, tout à coup, là, les gens concernés disent « Alors oui, là, vraiment, ça fait 40 ans qu'en fait, c'est chiant, donc on arrête. » C'est ça aussi, j'ai l'impression, parce qu'en fait, au final, j'ai l'impression qu'on peut continuer à tout dire et que ça va peut-être changer de canal et trucs. C'est juste que là, il faut accepter qu'il y a un retour des gens sur lesquels on s'exprime, que je pense qu'on n'a pas eu pendant très longtemps, ou moins, quoi. Mais moi, je trouve formidable le retour, je trouve formidable le fait que les gens réagissent, je trouve formidable qu'il y ait de plus en plus de voix diverses. En fait, ce qu'on veut, c'est plus de voix, pas moins de voix. Et la seule chose qui me dérange, et encore une fois, il s'est rarement agi de moi, mais plutôt d'autres gens qui étaient pris à partie, c'est de vouloir faire taire des voix, justement. C'est au nom d'un sentiment d'offense, etc., de demander la censure, le retrait des contenus, et ça, on l'a quand même vu pas mal. Il y a eu des chasses aux sorcières, un petit peu, des procès en hérésie. Et voilà, moi je dis oui, plus de voix, plus de réactions, plus d'humour en fait. Mais je me dis que c'est un test aussi, je sais pas comment dire, c'est que genre tout à coup il y a plein de gens qui se retrouvent avec une grosse moto, on l'avait pas avant et que on va un peu vite. Mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc de balancier. J'ai l'impression qu'il y aura aussi un moment donné où on se sera rendu compte que une fois, 2 fois, 1000 fois, on aura repris des gens comme un chien de troupeau. Enfin, on mord un peu au jarret ce truc. Mais j'ai l'impression que ça va pas aller en... Moi, je trouve que tu es optimiste parce que je crois que le balancier, il est réactionnaire aujourd'hui. Et je crois que les disputes dont on parle, les quelques cas qui ont eu lieu, c'est des mini-disputes dans des verres d'eau entre des gens, tous de gauche en plus, qui se bouffent les uns les autres, alors que les vrais réacs en face rigolent d'autant plus. Les vrais racistes, et eux libèrent un humour qui, lui, est du coup, qui est un humour qui n'est pas innocent en fait. Qui est un humour réactionnaire, donc qui vise à faire reculer, en fait, sur tous ces sujets. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, comme tu disais, Marina, il y a le fait qu'il y a des populations qui avant ne s'exprimaient pas et maintenant réagissent. Ça, c'est une chose. Mais il y a un deuxième aspect à tout ça. C'est sur Internet, c'est la décontextualisation, souvent, des choses qui font que les gens réagissent sans comprendre l'émetteur, sans comprendre l'intention. Et c'est 2 choses différentes, je pense. Et souvent, les grandes polémiques, elles naissent, elles sont instrumentalisées et elles naissent de contextes qui sont inconnus. Et puis, c'est évidemment fait à dessein, hein, très souvent. Et comme tu le disais, longtemps, l'humour a été l'apanage plutôt de la gauche, dans les années 70, Harakiri, tout ça. Et puis, est arrivé un moment où la droite a compris, enfin, le capitalisme a compris ce qu'on pouvait faire de l'humour. Et aujourd'hui, on a des machines de guerre comme Hanouna sur C8 qui utilisent l'humour de façon comme instrument d'oppression et de validation du pouvoir et de l'argent, qui sont absolument terrifiants, quoi. Et là, il y a une négation de tout l'humour que nous on fait, quoi. C'est vraiment exactement l'inverse. C'est un humour qui abaisse, c'est un humour qui se moque de la différence, qui est exactement tout ce qu'on devrait éviter. Mais ça marche à fond. C'est un succès fou. Et là, il n'y a personne qui se plaint, hein, assez bizarrement. Il n'y a plus d'antenne quand même à la fin de l'année. Ouais. Et puis, ils possèdent combien de chaînes, Bolloré? Ça va changer. Non, bien sûr. Mais disons, il y a des gens qui vont changer de chaîne, et puis voilà, ça va continuer. Mais après, ça revient au même que ce truc d'antagoniser ceux qui font bien l'écologie de ceux qui la font mal. Je pense qu'on a aussi vachement antagonisé un certain public de Hanouna, en lui disant qu'au fond, les trucs qui sont sortis récemment sur Mélenchon, qui en gros dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Je ne sais pas pourquoi on parle de politique française, pardon, c'était pas du tout le but. Mais disons, ce qui nous intéresse, nous, c'est la banlieue et les jeunes. Et du coup, les ruraux, c'est des péquenots, on va les laisser au RN. En fait, c'est un peu ça aussi qu'on fait, c'est de dire de quoi on peut rire ensemble et à quel endroit est-ce qu'on dit, genre, mais vous êtes déjà perdu pour la cause et ta. Et mais je pense que tu as raison, oui. En fait, il y a des lignes de fracture assez étranges de la gauche avec la gauche, puis la droite. Ça devient un peu compliqué, effectivement, de se dire c'est quoi le... Au lieu de peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire ensemble? Quel endroit on peut vraiment se marrer? Et ça, c'est vrai que... Effectivement, ça, je trouve que ça devient un truc un peu épineux. Mais toi, tu parles des réseaux sociaux qui sont un élément de levier très fort dans tout ça, face auquel même les médias traditionnels sont en fait en position d'intimidation totale. Et donc, on a vu ça dans les différentes chasses aux sorcières, campagnes, shitstorm, etc.
ça aboutit à des licenciements, ça aboutit à des censures. Moi, j'ai fait un dessin il y a 2 ans sur la Cour suprême américaine qui supprime le droit fédéral à l'avortement, et j'ai fait un dessin qui me semblait très basique et très simple. J'ai dessiné la Cour suprême américaine et c'était que des talibans et des mollahs. Voilà. Talibans ou mollahs ou les deux, pour moi le dessin marche tout aussi bien. Et puis tout d'un coup c'est parti sur mon compte Twitter en anglais, parce que j'en ai un en français et un en anglais. Alors étonnamment en anglais, donc ça veut dire qu'il y a un effet, il y a quelque chose qui se passe, il y a une mèche qui s'allume et ensuite ça prend. Et puis c'était, oh là là, dessin raciste, au lieu de dessiner des blancs religieux, voilà qu'on va prendre les musulmans, etc. Et puis tout d'un coup j'étais raciste, pourri, enfin islamophobe. Et c'était assez... Bon, c'est une de ces tempêtes sur les réseaux sociaux. Ça dure en moyenne 1 semaine, ce qui est relativement long. On a un sentiment de se prendre une volée de bois vert de partout. Les 2-3 personnes qui essayent de dire « Non mais attendez, vous n'avez pas compris le dessin », ils s'en prennent plein la figure. Donc les gens préfèrent quand même regarder leurs chaussures. Donc quand on est au centre d'un shitstorm, c'est une place assez solitaire, comme le centre de la cible est un endroit assez solitaire en général. Et alors, ça a duré 1 semaine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines après, j'ai écrit un article pour essayer d'analyser un shitstorm vu de l'intérieur, en fait. Et de comparer mon sentiment que j'ai eu, de m'en prendre plein la figure, avec simplement les métriques sous les tweets. Et si on prend par exemple les likes, c'est une approbation silencieuse. Les retweets avec commentaires et les commentaires, ils étaient à 99% négatifs. C'était vraiment ce fameux effet d'emballement. Et après, je me suis mis à calculer simplement les deux. Et ça, c'est donc les réactions. Il y a aussi les gens qui ne réagissent pas. Hein. Il y a la foule silencieuse. Mais ça, c'est les réactions actives de gens. Et ben, j'avais 30% de réactions négatives et 70% de réactions positives. Et donc, on est dans un truc complètement trompeur. On ne se rend pas compte. Et j'aurais été un journal, une institution, l'État de Genève ou Dieu sait quoi, j'aurais réagi faussement, j'aurais surréagi parce que j'aurais eu le sentiment de m'en prendre de tout le départ, de tous les côtés. Il y a un effet de levier extrêmement puissant des réseaux sociaux, il y a un effet de déformation et ça a un effet sur la vie réelle. C'est-à-dire que des fois, des campagnes ou je ne sais pas si c'était une campagne ou pas, mais en tout cas, il y a eu un effet d'emballement. Elles sont surinterprétées et elles tétanisent beaucoup les institutions aujourd'hui, les journaux, qui auront tendance à s'excuser, à faire du damage control, à faire du service clientèle. Donc il faut être conscient de ça, il faut le voir. Cela dit, juste pour terminer là-dessus, moi j'ai fait ma petite métrique au niveau 0. Vous savez que X ou Twitter, il y a une arborescence qui fait que c'est re. Et ça, j'ai pas la visibilité de ces chiffres-là. J'aurais bien aimé avoir un ingénieur Twitter qui m'aurait montré comment, à partir de là, on arrivait quand même à plus d'1 million de vues. Et donc, il y a eu un effet algorithmique qui dépasse ma première observation et qui était, elle, j'en suis absolument certain, nourrie par les réactions négatives. Parce qu'on sait que... Ça marche beaucoup mieux. Bien sûr. Et on sait que les réseaux sociaux, leur modèle d'affaires et leur modèle de fonctionnement, c'est les réactions négatives, les mauvais instincts, la bile, les lendemains de viande rouge. C'est ça qui alimente énormément l'effet algorithmique qui fait que tout d'un coup un truc comme ça explose. Mais je pense que même sans en avoir conscience, on se rend compte aussi quand on fait de l'humour qu'on sait que c'est ça qui nourrit l'algorithme et qu'en fait ça pousse à un truc outrancier. Mais, de manière générale, le contenu qu'on sait à vocation Internet, on a tous, j'ai l'impression tous et toutes, pris un pli d'exagération. La manière dont on parle sur Internet, c'est... Ce burger est... Je pourrais tuer pour manger ce burger. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit dans l'approbation ou dans le négatif, je hais ce gars, j'ai envie de le casser en deux. Enfin, on a vraiment un truc de l'ordre du vocabulaire de l'hyperbole. Et je pense que ça fait aussi partie de... Peut-être que parfois, on traite des choses avec plus de légèreté en étant quand même un peu hyperbolique dans la manière dont on en parle qu'on l'aurait fait il y a 40 ans. C'est-à-dire que Internet a décomplexé un peu l'idée d'être outrancier pour rire. Et donc peut-être qu'en fait, c'est le clash, c'est ça ? C'est le clash, mais c'est aussi, même pour rigoler, juste un truc de l'ordre du vocabulaire, de l'extrême. Okay. Ma grand-mère ne dit pas à tout bout de champ que tout est genre ouf, incroyable, génial. Tu vois ce que je veux dire ? Moi qui ai l'âge de ta grand-mère, je vois un peu ce que et c'est vrai que j'ai un peu de la peine à m'y faire dans
Oui, une manière. C'est une manière de voir le monde. Et du coup, s'exprimer. Et du coup, quand tu as fait un truc, il est gravissime. Il faudrait que tu meurs. Mais peut-être qu'en fait, 2 jours après, je pense plus à ça. Ils veulent pas que je meure. Ah, d'accord. Non, mais tu vois, moi, je me dis... Non, mais la différence, c'est quand même importante, parce qu'après, il y en a qui sont vraiment morts, c'est pour ça que... Moi, j'ai la plus grande shitstorm dans laquelle j'ai été, c'est parce que j'avais fait une chronique sur les lévriers. Oui, en fait, je savais pas, mais il y a une race de lévriers particulière en Espagne qui sont très maltraités par des chasseurs et après qui sont battus, pendus à des arbres, etc. Et il y a des associations en France qui vont récupérer ces chiens-là, qui s'appellent des galgos, et qui les ramènent en France et tout. Dans toute la légèreté du monde, comme une banane. C'est inacceptable. Je fais un truc sur les lévriers parce que c'est des dinosaures. On va arrêter de... Voilà, je comprends pas ce qu'on fait avec ces animaux et que ça n'a pas d'angle et je comprends pas comment on les câline et bref... Et effectivement, j'ai eu des menaces de mort et des gens qui m'ont dit on va venir t'attendre à ton spectacle, me donner des dates et des heures, on va venir avec des chiens et tout, enfin, un truc un peu lunaire. Et en fait, j'ai juste éteint mon téléphone. Oui, mais cela dit, ok, il y a ça, alors c'est bien d'avoir traduit pour moi. Et il y a, alors je ne sais pas en tant que femme, s'il y a aussi cet aspect-là, franchement, il y a une couche de plus pour, par exemple, les dessinatrices de presse. Il y a une consoeur qui s'appelle Anne Telnès aux États-Unis qui en parle très bien. Il y aura bientôt un documentaire sur elle. Récemment, on avait Rachita Taneja d'Inde, à qui la fondation Freedom Cartoonist, que je vous recommande, on a donné un prix récemment en mai dernier. Et elle nous parle des menaces, alors vraies et violentes, et directement adressées aux femmes, qui ajoutent une couche de plus à tout ce qu'on vient de dire sur la susceptibilité et les surréactions du public. On va passer la parole à la salle, si vous êtes d'accord, parce qu'on pourrait parler des heures. Donc, est-ce que quelqu'un a une blague? Si quelqu'un a une question, un conseil à demander sur comment lancer une action, je vois quelqu'un au fond. Non. Je suis très mal à l'aise avec les prises de parole en public, donc si tout le monde pouvait se retourner et regarder là-bas, ça serait vraiment cool. On regarde pas. Non, je voulais revenir en fait sur la lutte antispéciste, parce que c'est pas vraiment un collectif, c'est partout dans le monde des personnes donnent de leur temps pour essayer de changer les consciences. On a parlé de méthodes, les caillassages, à quel point c'était violent et que ça mettait l'opinion à dos. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait dans le but de pointer du doigt les gens, mais plutôt une société qui exploite les individus en fonction de leur espèce. On donne de l'affection aux chiens et chats, et puis d'autres espèces comme les moutons, les cochons, sont d'autres espèces à qui on va leur réserver un sort où on va les tuer. Il y a l'exemple des suffragettes, qui sont aussi des personnes qui, pour faire valoir leurs droits, ont fait de la destruction matérielle. Il y a eu Malcolm X qui prévoyait de retourner la violence. Il y a eu les Black Panthers. Et on n'entend pas dire en fait que c'est des choses qui ont desservi cette cause. Il est très difficile de savoir avec le peu de recul qu'on a, est-ce que vraiment les caillassages auraient desservi ou pas. Mais je pense que c'est juste que c'est un groupe de personnes qui cherchent à montrer où se trouve réellement la violence. Et la vraie violence, elle se trouve derrière les abattoirs, dans ces boucheries où on a étalé ces cadavres. Donc j'entends beaucoup dire de la bouche de personnes qui consomment des animaux que ce n'est pas la bonne stratégie, mais je voudrais savoir quelle est la stratégie pour que ce soir des gens cessent leur consommation animalière. Alors je vais répondre parce que c'est moi qui ai amené la conversation là-dessus. Donc par rapport à cette stratégie, ce que j'ai dit, c'est que je pense que effectivement, ça a pu convaincre des gens plus jeunes. Alors, de toute façon, ça a fait parler de la cause qui était assez peu médiatisée à l'époque, donc ça a eu son utilité pour ça. Les gens, tout d'un, on peut dire que la majorité des gens ont soudain entendu parler de cette thématique qui leur échappait avant. Donc, il y a cette utilité-là qui est évidente. Par contre, après, est-ce que ça a convaincu beaucoup de gens de rejoindre le mouvement ? Alors, je pense que ça a convaincu des gens assez jeunes. Par contre, je pense qu'il y a eu une très forte opposition des gens plus âgés. Or, moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est, puisqu'on parle d'écologie, c'est l'efficacité.
Moi, je partage pas vos convictions antispécistes. Par contre, je suis convaincu que d'un point de vue écologique, il y a plein de bénéfices à manger moins de viande, voire à plus en manger du tout. Donc c'est plutôt moi ça qui m'intéresse. Et de ce point de vue-là, ce que je juge, c'est l'efficacité de la méthode. Or, si vous braquez énormément de la population, qui va du coup rejeter plutôt en bloc ce qui est dit, c'est pas très efficace. Alors, il y a une jeune génération qui va être sensible au message, mais le temps que cette génération arrive au pouvoir, puisse agir, puisse faire quelque chose, on est vraiment pris par le temps, quoi. Là, on doit agir vite. Il faut rapidement qu'on prenne des mesures, qu'on réduise l'empreinte carbone et tout, qu'on mange moins de viande, ça serait bien, et de le faire rapidement. Et de ce point de vue-là, c'est ça que je jugeais moi, hein. De ce point de vue-là, du point de vue efficacité du message sur la masse de la population, eh ben, on peut constater que ce n'est pas super efficace. Je pense que ça a braqué énormément de gens qui ne veulent plus entendre parler de cette thématique. Après, on peut tout à fait discuter sur l'utilité du truc. Je pense que ça a été utile. Je pense qu'il y a plein de gens que ça a convaincu, mais des plus jeunes, vraiment une jeune génération. Mais ça ne suffit pas, vu l'urgence. Et c'est de ce point de vue-là que je disais que cette action était plutôt contre-productive, c'est-à-dire que c'est bien de convaincre une partie de la population, mais on doit convaincre une majorité de la population. Voilà. Et aussi, je pense que c'est bien de contextualiser, enfin, il y a un truc d'empathie, de savoir à qui on s'adresse, c'est-à-dire que si, pour une personne militante antispéciste, c'est devenu la vie depuis quelques années, de se poser ces questions-là, et d'avoir lu tous les bouquins, et d'aller à des festivals, et d'avoir des rencontres, et d'avoir plein de potes là-dedans et tout, et que tout à coup, ça arrive par la bande chez quelqu'un qui a 2 gosses, un crédit, refaire une toiture, une mère malade et tout, et que tout à coup, ça lui arrive parce qu'il l'entend dans les news ou que c'est sa boucherie qui se prend son truc, ça ne pourra pas prendre le même espace dans sa vie à lui. Il n'a pas le temps, il n'a pas le truc. Le seul endroit où ça peut s'insérer, c'est par un truc beaucoup plus insidieux. On te fait goûter un truc vegan et tu savais pas que c'était vegan et en fait c'est un peu bon. Et d'ailleurs ton médecin te dit que ce serait un peu bon pour le cœur. Et d'ailleurs ce comédien que t'aimes bien dit dans une interview que le problème c'est ça, c'est que ça va pas aller assez vite. Mais la plupart des gens s'en tapent parce qu'ils ont 1000 autres trucs à penser avant. Ça peut pas devenir le combat de ta vie parce qu'on te l'impose du jour au lendemain. On a tous 99,9% de la tête pris avec 1001 choses, tu vois, d'un coup. Enfin, ça se fait pas. J'ai l'impression que c'est un travail beaucoup plus souterrain. Et le problème, c'est qu'un travail souterrain, ça prend du temps. Mais c'est un truc de faire virer le bateau. C'est. Enfin, je sais pas. Quelqu'un qui a 50 balais et d'autres préoccupations, tu peux pas d'un coup lui dire en fait, l'antispécisme, ça va être le combat de ta vie. Ça n'aurait pas de son. Bonjour, je m'appelle Lauriane. Je voudrais juste réagir sur ce que monsieur vient de dire. Et puis après, j'ai aussi une question. Notamment parce que par rapport au mouvement tel qu'on vient de le décrire, les humoristes, eux, ils viennent avec un certain capital sympathie, donc il y a cet aspect forcément qui joue en leur faveur, alors que les militants antispécistes ou autres, pardon du jeu de mots, mais on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, donc les gens, ils vont vous regarder, ils ne savent pas trop quoi en penser, etc. Donc voilà, commentaire à part. Maintenant, la question, pour revenir sur l'aspect politique dont on parlait tout à l'heure, où la droite généralement prend ses aises et puis il va franco avec l'humour. Est-ce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que pour, entre guillemets, l'humour de gauche, il faudrait y aller encore plus fort et virer carrément humour noir pour faire espèce de contre-pouvoir? Peut-être un mauvais exemple, quand il y a eu la 2e tentative d'assassinat sur Trump, jamais 203, il y en aura peut-être une 3e, prépare-toi. Enfin, ça peut aller peut-être jusque-là, mais voilà, humour politique, humour noir, humour de gauche, corrélation ou pas? C'est très intéressant. Suivant. Oui, pourquoi pas, mais je crois que ça c'est déjà... l'humour est déjà assez abondamment cynique et noir, mais le problème c'est que c'est la manière dont il est perçu justement, et si tout d'un coup il y a des procès en intention sur du second degré de l'humour noir qui est pris comme du premier degré, et si on ne comprend plus justement ce qu'est l'humour noir et la mise à distance, c'est là qu'on a un problème. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu empêtré dans des guerres de chapelle
sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire et jusqu'où dans une certaine gauche, pendant que de l'autre côté, c'est totalement décomplexé. Et c'est un humour ricanant, et c'est un humour qui est volontiers rabaissant. Donc voilà, à part ça, je ne suis pas non plus totalement à l'aise avec... Je ne crois pas qu'il faille ranger l'humour. Encore une fois, je parlais de catéchisme avant, comme ça, aussi sagement dans des camps. Je pense qu'on a tous une sensibilité, une vision du monde. Après, on peut être plus ou moins catalogué. Moi, dans ma longue carrière, je me suis fait traiter autant de Jean Ziegler de l'humour que de réac. Donc, ça veut dire que je dois faire un truc juste, je pense, au milieu. Et je suis assez content de ces badges, de cette reconnaissance-là. Je me dis, finalement, c'est aussi intéressant de ne pas être trop démonstratif et de rire de soi-même et de rire de, entre guillemets, son camp, ou en tout cas... aussi de mettre un petit peu en perspective ses propres convictions et de rire un peu de ça aussi. Je crois que c'est ça aussi qui caractérise peut-être... Là, récemment, je viens de voir aujourd'hui, car j'ai vu, figurez-vous que je suis toujours sur X, je sais que ça, on devrait arrêter aussi, hein, c'est aussi un truc toxique, mais du coup, quand vous êtes sur X, dès que vous ouvrez votre fil... on vous balance 3 tweets, parce qu'on ne sait pas comment appeler ça, 3 d'Elon Musk, toujours. Ah, waouh. Ah ouais. Oh, waouh. Ah oui, parce que le c'est proprio vraiment la à droite, pravda. le proprio est tout en haut dans l'algorithme. Donc, on a tout le temps droit à Elon Musk. Ce qui est intéressant, ce qui est dans mon cas même important d'un point de vue informatif, de voir... Et c'est de plus en plus grave, hein, je vous préviens. Là, il y a une dérive. Et il se croit drôle, ça c'est important. Elon Musk se pense le premier des humoristes. Et c'est assez terrible de voir quelqu'un un milliardaire comme ça qui se croit drôle et pour qui le prêchi-prêcha sur la liberté d'expression dans sa bouche, c'est surtout la liberté pour un milliardaire de dire absolument n'importe quoi et de balancer des contre-vérités. Et moi, je crois vraiment profondément à la liberté d'expression, y compris, et ça c'est un peu un truc qu'on oublie, des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord et de l'humour que je ne partage pas forcément, dans la mesure où c'est dans les limites de la loi, dans les limites que ce n'est pas des appels à la haine et que ce n'est pas non plus la propagation de fake news. Donc voilà, c'est une géographie quand même assez vaste dans laquelle s'inscrit ces débats. J'ai une autre réponse sur la question de l'humour gauche-droite. Peu importe de quel côté on est, j'ai l'impression que quand la question c'est combattre un ennemi politique par l'humour, l'axe c'est l'argumentation. C'est-à-dire que je pense que le problème parfois de l'humour de gauche, c'est pas de pas aller assez loin, de pas être loin, c'est de se draper dans notre vertu et de penser que puisque par définition on serait dans le camp des gentils, on n'a même plus besoin d'être précis intellectuellement. Et en fait, moi je crois que c'est ça, c'est qu'il faut être implacable dans le débat. Et on emballe ça de blagues. Mais en fait, les blagues, c'est que le truc du charme. Mais je pense que parfois, ce qui manque aux humoristes de gauche, c'est de penser que par définition, on est déjà dans le camp du bien. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est ricaner des autres, parce qu'on n'a pas besoin de les convaincre. Et moi, je pense qu'au contraire, on doit être des avocates, mais implacables. Et c'est ça qui fait que tu gagnes ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que dans le débat politique, en fait, c'est ça qui se joue. Et que dans l'humour, s'il est étiqueté gauche ou droite, c'est ça le curseur. Je pense qu'il faut gagner sur le terrain des idées. En les emballant de blagues, évidemment, mais... Bonsoir, déjà merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. Ma réflexion est la suivante, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé à quel point la désobéissance civile peut braquer, en omettant que toutes les techniques de communication peuvent braquer. C'est-à-dire que les discours de Greta Thunberg en ont braqué plein, ils l'ont attaqué en lui disant « retourne à l'école ». Les discours de grandes journalistes comme Salomé Saké braquent, et je suis passablement certaine, mais Marina, vous pourrez peut-être le confirmer, que certains humoristes se sont aussi mis une partie de leur public à dos en recevant des commentaires « ah non, pas de politique dans l'humour » et se sont braqués. Donc déjà, mon premier point, c'est peut-être que les gens qui se braquent sont souvent déjà très réfractaires à la cause et cherchent peut-être la première excuse pour décrédibiliser le propos. Et j'avais aussi une question, enfin déjà vous pouvez réagir un petit peu à cette réflexion, cette question que je me pose, c'est est-ce que finalement dans le combat écologique, l'idée ce n'est pas d'attaquer par tous les côtés. La désobéissance civile, ça va peut-être parler à une proportion des gens.
Les discours un petit peu plus militants, engagés, journalistiques, ça va parler à une autre proportion. L'humour, ça va parler à une autre proportion. Parce que là, on essaye de rassembler. Et puis, c'est un peu mon approche en tout cas. Et deuxième mini-question qui n'en est pas vraiment une, mais vous avez parlé un petit peu de à quel point l'humour est mieux maîtrisé par la droite. Moi, à part une vidéo de l'Odyssée qui danse en boîte avec des chapeaux de paille en faisant la chenille, je n'ai jamais vraiment vu ça. Donc si vous avez des exemples concrets, je suis preneuse. Moi, sur la question d'attaquer de toutes parts, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, sur ces grandes questions de société, pour que ce soit accepté, il faut créer un truc de soft power, enfin un truc hyper diffus. Et en fait, j'ai l'impression que moi, les moments de conviction de gens qui ne seraient pas du tout acquis à des questions écolo, genre la génération de mes grands-parents, beaucoup plus vieux que toi, je te promets, sur la question de pourquoi pas la voiture, pourquoi pas la viande et tout, en fait, effectivement, c'est parce que l'air autour change petit à petit qu'ils vont virer de quelques degrés. Mais qu'effectivement, je pense que ça passe par 1001 canaux. Je suis hyper... oui, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse que la militance ou que les actions extrêmes, ou au contraire que faire des blagues un peu légères, quoi. C'est une chance... Enfin, que ce soit devenu cool, qu'on soit passé de la voiture est le symbole d'un statut évident à ça peut être très cool de draguer à vélo. Enfin, c'est quand même fou le chemin qu'on a fait. Mais ça s'est fait par plein d'endroits, quoi. Oui, mais enfin, il faut trouver des majorités politiques. Et c'est là que l'essentiel du combat se fait. Et le vrai changement vient par là. Et ce qui est dramatique, c'est si des discours complètement à contre-emploi font qu'on perd des majorités politiques, et peut-être que les Verts, tant mieux s'il y a un aggiornamento, mais c'est vrai que ces dernières années, on les a vus plutôt perdre des plumes et se nuire à eux-mêmes dans des discours qui devenaient plus du tout lisibles, avec des guerres de chapelle, justement, sur des causes de société qui n'étaient pas directement liées au climat. Et bordel, il faut gagner des majorités politiques, et regarder la tête du Conseil national aujourd'hui, et regarder ce qu'on est en train de nous faire passer, notamment comme train d'économie aujourd'hui. C'est quand même là que ça se passe. Tu conseilles plutôt un truc en forme un peu de franc-maçon société secrète, qui est les idées extrêmes, on les dit entre nous dans les réunions, et voilà. Après dehors on fait semblant qu'on est très chill et tout. Et on vire le bateau, mais avec des trucs Moi, je vais désormais me faire vraiment passer pour un humoriste très à droite. Voilà, en secret, pour faire avancer. Mais c'est ça, on nique la machine de l'intérieur. Voilà. Et en plus, j'aurai plus de lecteurs. Oui, quant à l'humour de droite, bon pour en revenir à ça, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est plus une attitude... Thomas Wiesel. Pardon ? Non, vraiment, je chiais sur un très bon ami de manière complètement gratuite. Ah, j'attendais. Comme disait Chapat avant, Elon Musk se pense humoriste, mais Donald Trump se pense humoriste. Si vous regardez un meeting de Donald Trump, il est sans cesse en train de faire des gags. Alors, c'est pas drôle, mais il n'est pas en train de dire des choses sérieuses comme on l'aurait dit il y a 60 ans, comme l'aurait dit un politicien de droite. Non, il est en train de se moquer, de rabaisser, d'utiliser des procédés qui sont complètement différents de ce qu'on pouvait faire avant. C'est ça que moi j'appellerais l'utilisation de l'humour. Après, c'est pas forcément très drôle, mais c'est une façon de traiter les sujets qui est différente. C'est pas le faire avec sérieux, c'est le faire avec humour. Et puis, regardez une fois l'émission d'Hanouna, vous verrez que pendant toute l'émission, il ricane, il est tout le temps en train de se moquer, de rabaisser. Tout le monde est son ennemi, et c'est vraiment du trumpisme, c'est la même chose. Tout le temps en train de dire du mal, de suggérer que les gens qui parlent de lui sont méchants, ils ont des... Mais le faire en faisant ricaner le public. Voilà. C'est ça que j'entendais, moi, par humour de droite. C'est l'humour comme une arme qu'on retourne. Normalement, traditionnellement, l'humour, c'est une remise en question du pouvoir. Et ce qui se passe depuis les années 80 à peu près, c'est cette arme a été retournée par le pouvoir et retournée contre les gens qui se moquent. C'est plutôt ce mouvement-là, moi, que je qualifierais d'humour de droite. On va plutôt dire l'humour des puissants. L'humour, normalement, c'est l'arme des faibles contre les puissants. Et les puissants ont compris ça et le retournent maintenant. C'est plutôt ça, plutôt que de parler de gauche et de droite, ça serait plus précis.
Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire l'essayiste Paco Mtielman, qui a beaucoup écrit là-dessus, sur le thème de l'humour déjà, et puis sur la façon dont le capital s'est emparé de l'humour comme nouveau moyen de communication. Et maintenant, voilà, enfin, il suffit de regarder un meeting de Trump, ça saute aux yeux. Et d'ailleurs, moi j'aime bien l'humour de droite. Hein. J'ai rien contre l'humour de droite, ça me fait même rire. C'est l'humour d'extrême droite, c'est l'humour haineux, c'est la haine déguisée sous forme d'humour. Ce que fait Trump, il fait vraiment pas d'humour, hein. Mais il pratique l'art du rabaissement de l'autre. Il est très divertissant. Très divertissant. Il cherche quand même à attirer le rire des gens, à être soutenu par le rire. Oui, mais c'est un rabaissement de l'autre. Mais ce que tu dis est très vrai, c'est qu'il faut aussi voir que l'humour est un outil de pouvoir, en fait. Oui. C'est un rapport de force, l'humour. Celui qui met les rieurs de son côté a gagné, en fait. Et ça vaut... et ça, les populistes l'ont compris. De tout temps, les populistes ont utilisé l'humour. Peut-être dans cette salle, enfin dans une des salles de l'université, je me souviens d'un Blocher qui venait à Genève pour, je crois, une des premières fois, face à Somaru Gaper. Et la manière dont il venait vraiment en terrain hostile à Genève, c'était peut-être la première fois qu'il franchissait la Sarine, et la manière dont il arrivait à se mettre dans la poche une bonne partie de la salle, qui n'était pourtant pas d'accord avec lui, Blocher pratiquait très très bien l'humour, le rire rondouillard, comme ça, et les autocrates pratiquent l'humour. J'ai même entendu parler d'un cas d'un dessinateur de presse qui serait devenu autocrate, mais je n'ai pas retrouvé dans quel pays d'Amérique latine et qui. Dans l'autre sens, c'est peut-être aussi possible, ce serait mon rêve, évidemment. Ah, voilà. Je peux poser la question? Oui, alors je suis en haut, si jamais. Bon, merci beaucoup pour la discussion. Donc moi, j'aime beaucoup les dessins, je précise d'abord parce que, ce que je veux dire, j'aime beaucoup les dessins de Chapat et les dessins de Vigus. J'arrive pas à voir bien votre nom. Ça fait bizarre de s'entendre, pardon. Et du coup, par contre, je suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. En particulier vous deux, j'étais plus d'accord avec ce que disait Marina. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un paradoxe. Vous reprochez un peu aux activistes, merci, d'être un peu moralisant dans les actions, dans le discours, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu votre discours à vous qui est moralisant d'une certaine manière, en disant quelle est la bonne action, quel est le bon mode d'action, quelle est la bonne manière de convaincre ou pas. Est-ce que ça, c'est pas déjà moralisant, déjà? Donc j'invite un peu à... Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être il y a un manque de réflexivité quand même, d'autoréflexivité sur la position quand même de l'humoriste. Et par rapport à ça, je trouvais très juste la phrase que vous venez de dire, Chapat, sur justement l'humour, c'est aussi une manière d'utiliser le pouvoir, et du coup, d'autant plus se poser la question en tant qu'humoriste, et pas que humoriste de droite, mais aussi les humoristes plutôt de gauche que vous êtes, aussi, qu'est-ce que vous reproduisez comme pouvoir, quel est le pouvoir que vous avez par rapport à ça, donc aussi votre responsabilité, et aussi l'effet que ça a sur les gens. Et du coup, voilà, je sais pas si ça vous fait une réflexion ou pas, voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup vos dessins. Voilà. Il y a Marina qui se trémousse d'aise. Non, mais j'adore, je vais vous laisser répondre. Je trouve qu'il y a un truc très malin de Karate Kid, un peu Aikido, de genre, tu crois que je vais retourner. Et j'apprécie cette pirouette de l'esprit. Voilà, c'est juste ça. On a enfin un vrai débat gauche-droite à cette table, en fait. Mais j'ai pas de réponse, c'est pour vous, messieurs. Bon, alors, désolé si on... Est-ce que vous êtes à la solde du pouvoir, en fait, sous couvert d'être de gauche? Très bon clash, très bon clash. Désolé si j'ai donné l'impression de vouloir donner des leçons. En ce qui me concerne, moi, ce que je dis, d'où ça vient, j'arriverai pas à dire la source. C'est vraiment un ensemble de choses que j'ai lues, d'études, de choses, voilà, qui semblent quand même montrer qu'il y a un essoufflement de la cause, qu'il y a...
Enfin, il y a différentes choses. Il y a des études scientifiques sur l'impact des arguments, ce qu'on disait sur le fait que des arguments culpabilisants paralysent. Bon, bah, ça, c'est plutôt des études scientifiques qui le disent. L'essoufflement de la cause, le fait que voilà, il y a moins de monde dans les manifs, tout ça, bon, bah, ça, c'est des faits. Voilà, il y a un ensemble de choses. Il s'agit pas... Enfin, c'était pas dans mon esprit de faire la morale, quoi. C'est plutôt d'essayer de constater que voilà, à passer la vague verte, il se passe des choses, ça s'essouffle. On peut se poser la question pourquoi. Et puis moi, voilà, c'est mon expérience qui me fait dire que prendre des chemins détournés m'a l'air plus efficace. Mais évidemment qu'il n'y a pas que ça. Et puis s'il n'y avait pas les militants sur le terrain, s'il n'y avait pas les gens qui enfoncent les portes au début, toutes les approches évidemment se complètent. Il ne s'agissait pas de dire qu'il faut arrêter de militer, hein, et puis qu'il faut faire des blagues à la place. Ce n'était pas l'idée. Oui, très bon clash. Moi, écoutez, moi, d'abord, ce que je dis sur l'humour s'applique à moi, enfin, s'applique au ressort de l'humour, et c'est intéressant quand encore une fois, le dessin de presse, c'est pas que de l'humour, mais on est en position privilégié, attention, mot-clé. Check your privilege. Yeah. White male, boomer, moi je check toutes les cases, là. C'est quand même un petit peu arabe, hein. Attention, un petit peu arabe. À moitié. Yeah. Et donc, il faut d'abord avoir un regard critique sur soi-même, ça c'est évident. Enfin, les humoristes qui n'ont pas d'humour sur eux-mêmes sont la norme, mais je pense que c'est un besoin premier, c'est d'être prêt, évidemment, à être contredit, et de toutes les manières, et même de manière parfois assez virulente. Ça fait partie du jeu, parce que ce qu'on fait quand on publie un dessin, eh ben, c'est aussi une sorte d'acte de pouvoir. On a la chance d'être diffusé, d'être vu, on a posé son truc. C'est aussi ce qui fait que sur les réseaux, je ne réponds pas, je pense que j'ai fait mon truc, je laisse les gens me houspiller, se déchirer entre eux s'ils le veulent, me balancer tout ce qu'ils veulent. Je ne crois pas que je doive là essayer encore de tordre des bras. Je me rends compte du privilège qu'on a d'avoir une parole déjà, ça c'est assez important. Maintenant, sincèrement, vous le prenez comme vous voulez, mais je pense que là, on essaye de faire une sorte... C'est une analyse personnelle que je fais sur l'efficacité ou pas, et surtout le résultat politique de l'efficacité de certaines pratiques ou de certaines stratégies par rapport à d'autres. Et puisque c'était le point de départ de notre débat, de constater que peut-être l'humour offre une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de parler de ces problématiques d'une façon moins abrasive et, de mon point de vue, comme celui de Stéphane, peut-être qui risque de contourner un contre-effet malheureux de certaines stratégies qui sont de détourner complètement les gens qui ont zappé ou qui sont passés de l'autre côté. Et si c'est ça le résultat politique, ben, c'est que c'est perdant. Et encore une fois, je regarde le résultat des Verts, je regarde les sondages. Après, on n'a pas été aidé ni par le Covid ni par l'inflation, parce que dès que les gens ont mal au porte-monnaie, les questions vastes et planétaires reculent. Mais c'est là, il y a quand même quelques métriques qui nous permettent de dire si on fait du progrès ou pas. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la réaction. Et moi, j'ajouterais juste que j'ai l'impression que ce que ça soulève comme question, et ce que ça soulève entre nous, et ce que tu disais dès le début, Stéphane, c'est la question de l'âge des gens qui reçoivent cette communication, militante ou pas, elle est évidente. C'est-à-dire que si moi, on me dit que mon mode de vie est catastrophique, selon l'âge que j'ai, soit ça m'énergise parce que j'ai 19 ans et je me dis mais j'ai la vie devant moi, je vais tout changer, c'est super. Soit j'ai 50 balais et c'est hyper dur d'admettre que je me suis trompée pendant si longtemps et que je suis une grande partie du problème et que je suis coupable et donc je vais me braquer à mort. Et donc j'ai l'impression que, au même titre que tu ferais pas la même... t'as pas les mêmes musiques, t'as pas la même manière d'entretenir ton corps à 20 ans ou à 50 ans, en fait la stratégie militante et la communication autour de la question de l'écologie, en fait, on ne peut pas s'adresser de la même manière à des gens qui ont 20 ans et à des gens qui ont 50. Je comprends que ça ne produise pas le même effet, en fait. Qu'il y en a un qui t'énergise et un qui te braque. Bonsoir. Moi, j'avais une question parce que... Merci. Plutôt une réaction concernant à la question de mademoiselle là-devant qui disait « J'ai jamais vu un blague de l'UDC ». Et je crois que c'est ça qui est le problème pour moi, parce que là où ce soir, l'audience, elle est de gauche.
Donc on a un humour, effectivement, déjà entre nous, on débat par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que Cyril Hanouna, moi, il faut me couper un bras pour que je regarde. Donc, France Inter ou les autres, je suis un grand fan. Et c'est ça la plus problématique. J'avais un grand-père qui disait il faut savoir ce que l'ennemi pense pour qu'on puisse mieux l'attaquer. Et alors je me demande en tant que nous ici, qu'est-ce qu'on faisons pour comprendre justement soit l'humour, soit l'idéologie, soit la pratique politique pour qu'on puisse nous après mieux les attaquer. Et justement l'humour, ce serait un aide. Alors je pense que c'est ça le principal parce que j'en connais beaucoup de monde autour de moi, que chacun suive son idée, son canal, et finalement, on est tellement persuadé d'être dans la bonne voie qu'on ne réagit plus, on n'écoute plus. Voilà, merci. Non, mais c'est très juste l'idée d'un paysage culturel et médiatique ultra morcelé qui fait qu'on peut être chacun dans la bulle avec laquelle on est d'accord, c'est un problème monstrueux. Moi, dans ma petite pratique d'hygiène mentale, je me force un peu à aller me balader ailleurs. Et quand j'ai commencé dans l'humour, j'étais hyper contente d'avoir l'impression de trouver des collègues avec lesquels j'étais d'accord et on allait se voir les uns les autres et on se tapait dans le dos sur à quel point on était de bonnes personnes et tout. Et ces dernières années, je me suis rendu compte qu'aller voir des spectacles de gens qui me mettaient un peu en rogne, bah déjà, je me rendais compte aussi qu'il y avait des ponts. C'est-à-dire, on avait beau ne pas avoir la même vision du monde des hommes, des femmes. En fait, c'était assez chouette de constater une humanité de fond et que c'est peut-être là qu'en fait, oui, on n'est pas tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que... et puis, c'était stimulant intellectuellement et c'est un peu emmerdant. À nouveau, je pense qu'il y a un vrai truc, quand on est de gauche, de ne pas constamment se dire qu'on est les gentils et que la vertu est du côté... On peut garder nos convictions, mais je pense que c'est important de dire qu'il y a des humains en face aussi et de créer des points un peu comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est un truc d'hygiène intellectuelle aller voir d'autres médias, aller voir d'autres artistes, aller voir d'autres, enfin moins d'artistes de droite en général, mais écouter du Wagner, etc. Enfin je pense que c'est important. Non, je sais pas. J'ai vu des tableaux de Hitler récemment qui étaient assez médiocres. Ça m'a désolée, j'aurais aimé aimer le peintre au moins, mais non. Je voulais juste revenir sur ce que Patrick Chapat a dit par rapport au dessin de presse. Le dessin de presse, il n'est pas toujours drôle. Hein. Il est même particulièrement touchant. Et puis, il faut savoir qu'il y a les dessinateurs de presse. Et la plupart risquent même leur vie, hein, suivant où ils sont. Donc, je voulais juste remercier les gens qui ont cette capacité et ce talent de dessiner pour nous faire comprendre certaines choses. Eh bien, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup déjà pour toute cette conférence et j'avais envie de réagir par rapport aux humoristes qu'on peut entendre et en fait quand ça nous fait rire ou quand ça nous fait pas rire, moi j'ai l'impression que c'est assez souvent un choix qu'on fait aussi à ce moment. C'est-à-dire qu'en fait si on est face à un humoriste et puis qu'il y a une blague pas très drôle qui passe, on peut décider de se dire bon je le juge parce que franchement c'est gênant. Vaut mieux pas faire humoriste dans ce cas-là, quoi. Ou alors on peut décider de se dire bon bah c'est une blague, c'est pas grave, j'attends la prochaine. Et je pense que quand on a des humoristes qui viennent, humoristes ou dessins, enfin quand ça touche à l'humour, qui viennent de droite ou qui viennent de gauche, c'est aussi à nous de prendre la distance par rapport à la blague qui a été faite. En fait, de la même manière que vous disiez tout à l'heure, quand vous dessinez, quand vous traitez des sujets et que vous êtes vous-même trop pris émotionnellement dans le sujet, c'est un peu trop difficile. Enfin, ça devient difficile du coup de faire l'œuvre. Et je pense que nous, en tant que lecteurs, quand on écoute un humoriste ou une humoriste, on doit aussi savoir prendre cette distance par rapport à la blague. Et je pense que c'est important, d'autant plus que l'humour, soit il peut amener à une sorte à bien s'entendre avec l'humoriste parce qu'on se dit ah bah c'est une bonne blague, je passe un très bon moment, ou alors c'est une blague qui passe pas du tout et là on va détester la personne. Et puis là je pense qu'on rentre dans une sorte de polarisation en fait qui a été aussi amplifiée par les réseaux sociaux comme vous le disiez tout à l'heure. Et cette polarisation elle est un peu dommage, alors que si on prenait tous un tout petit peu de la distance on rentrerait pas forcément là-dedans. Et vous le disiez bien justement que l'humour c'est quelque chose, et le rire aussi c'est quelque chose qui est censé relier. Et du coup, autant garder ça en tête, j'aurais envie de dire. Et par rapport aussi au fait que toutes les émotions
en général, c'est quelque chose de momentané et qui dure jamais très, très longtemps. Donc, si on réagit mal à une blague à un moment, c'est pour une raison, mais peut-être que ça passera mieux à un autre moment donné. Et je pense que du coup, utiliser l'humour dans la sensibilisation, c'est effectivement pertinent parce que ça permet aussi, quand ça passe bien en tout cas, de mémoriser davantage ce qui a été dit. Et puis là, de choisir, enfin, d'être engagé un peu qu'on le veuille ou non, mais émotionnellement parlant, on a été engagé déjà dans la problématique que vous traitez. Et du coup, je voulais juste partager mon avis et j'avais une question à vous poser aussi. C'est du coup, est-ce que vous, en tant que manipulateur et manipulatrice de l'humour, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un effet? Et si oui, est-ce que vous avez l'impression qu'il est positif? D'abord, je suis 100% d'accord avec votre remarque. C'est ce que j'appelais prendre l'humour un peu trop au sérieux. Et en effet, on devrait cultiver les quelques secondes de pause, mais c'est quelque chose qui n'existe plus. Enfin, il fut un temps où on pouvait s'énerver d'un truc, puis 5 minutes après se dire, bah, en fait, non, c'était pas si grave, en fait. Ou même, c'est pas si con, en fait, de le regarder une deuxième fois. Ça arrivait qu'on regarde un truc une deuxième fois, mais le phénomène, décidément, des réseaux sociaux et de nos machins, là, dans les mains, fait que les gens s'embarquent dans des campagnes moralisatrices de réaction. Enfin, vous savez, le clic instantané, l'achat instantané sur Amazon, eh ben, la gratification instantanée, bien étudiée par les psychologues, c'est aussi celle-là qu'on ressent dans les campagnes morales, parce qu'en un clic, vous retweetez ou vous likez un truc pour dire « Ah ben voilà, un truc qui est dégueulasse, voilà un dessin qui est raciste, ou un sketch qui est transphobe, ou un machin. » Et puis vous êtes du côté du bien, et ça fait quand même beaucoup de bien. Donc il y a la satisfaction du clic instantané, doublé de la moralisation immédiate, qui fait qu'on réagit peut-être un tout petit peu vite. Il faut un tout petit peu laisser reposer ses émotions. Et est-ce qu'on a le sentiment d'avoir de l'effet? Moi, c'est mes réactions préférées quand il y a des gens qui m'écrivent en me disant « À la base, moi, j'aime pas trop les films humoristes. Et puis, je suis venue voir ton spectacle parce que ma copine, un truc. Ouais, je trouvais qu'il y avait des trucs marrants. » Quand je vois vraiment qu'il y a un mec qui... On n'est pas d'accord politiquement, on n'a pas du tout le même truc, et qui dit genre « Ah, ok, il y a un petit pont. » Ça, moi, je pense pas du tout que je change le monde avec ça, mais l'idée qu'on ait créé un tout petit pont, et que malgré des chapelles politiques et tout, on se dit genre « Ah, ok, c'est un peu rigolo », ça me fait le plus grand bien du monde, parce que c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, le but de faire de l'humour sur scène, ce n'est que ça, c'est créer du lien. C'est pendant 1 heure de se dire qu'il y a des ponts entre vos têtes et les miennes. Enfin, je trouve ça délicieux. Donc, je ne sais pas si j'ai un effet, mais je trouve ça très joyeux de me rendre compte que parfois ça dépasse un peu la question du petit clivage ou de l'a priori. Ouais. Je ne pense pas que ça change le monde, mais ça rend la journée plus lumineuse, je ne sais pas. En ce qui me concerne, moi j'ai l'impression que la situation parle d'elle-même. Je crois que depuis que je fais de l'humour, le monde va beaucoup mieux, non? Vous n'avez pas constaté, non? Et pour revenir à ce que vous constatiez par rapport aux émotions, qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui ne nous fait pas rire, on peut rattacher ça avec les actions qui vont être considérées comme trop violentes par une partie de la population, qui va les rejeter, enfin voilà, tout ce qui est lié à nos émotions, que ce soit des actions militantes ou de l'humour, hein, parce que finalement, voilà, on traite tout avec le cerveau un peu de la même façon. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est ce qu'on reçoit comme courrier à Vigous. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. On a reçu un certain nombre de lettres qui se ressemblent au fil des années, qui disent en gros ça. Alors vraiment, vous faites un travail formidable. J'adore quand vous vous moquez de l'UDC, c'est super. Et puis c'était tellement drôle quand vous avez dit du mal du développement personnel. Et puis quand vous avez tapé sur les éleveurs de vaches, c'était génial. Mais alors, cette fois où vous avez dit du mal de, je ne sais pas, n'importe quoi, du magnétisme ou de n'importe quel sujet, chacun a le sien. Chacun va nous suivre sur tous les sujets. Tous les sujets, c'est drôle. Mais alors, il y a sa marotte. Non, mais là, on ne peut pas plaisanter là-dessus, monsieur. Je me désabonne. Et voilà, en 10 ans, on en a reçu un certain nombre de lettres comme ça. On a tous, comme ça, voilà, des sujets, on n'arrive pas à plaisanter dessus. C'est trop dur, c'est trop difficile, on n'arrive plus à avoir la distance. C'est un sujet qui nous tient trop à cœur. Il y a ça à tenir en compte aussi. Et on est tous les mêmes, je pense. On est tous comme ça. Mais sur l'effet de l'humour, je crois que tous les experts du Conseil fédéral s'accordent que le rire, c'est bon pour la santé.